Deux pauvres petites sœurs dorment chaque nuit dans une station de métro. Un milliardaire solitaire découvre pourquoi et fond en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le métro de New York n'était pas un endroit pour des enfants non accompagnés. Noah Matthews le savait. Il savait aussi que cela ne le regardait pas. Après tout, New York avait ses propres codes de conduite, et le principe de ne pas se mêler des affaires d'autrui était primordial. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher de les remarquer, deux petites filles, toujours assises sur le même banc bleu du quai et de la gare de Grand Central. Toujours à la même heure, 18h47, lorsque son train privé arrivait. Toujours dans la même posture, les jambes pendantes ne touchant pas le sol, leurs grands yeux scrutant le flot de passants, tels de minuscules sentinelles attendant des ordres. La première fois, Noah enregistra simplement leur présence. La deuxième fois, il trouva cela curieux. La troisième, il commença à se demander pourquoi deux jeunes enfants où l'aîné ne pouvait avoir plus de 7 ans se trouvaient seuls dans l'une des gares les plus fréquentées de la ville. La quatrième fois, il modifia sa routine. Noah n'était pas homme à changer ses habitudes. Son chauffeur le déposait au même endroit chaque matin, son train privé l'emmenait directement à l'immeuble abritant le siège de Matthews Technologies, le même déjeuner arrivait sur son bureau à 12h30 précise, et le même train le ramenait à 18h45. Jamais 18h44, jamais 18h46. Son empire technologique d'énergie propre valait 23 milliards de dollars, et chaque minute de son emploi du temps portait ce poids. Mais ce jour-là, il fit quelque chose de différent. Il partit 2 minutes avant la fin de la dernière réunion. « Monsieur Matthews, nous n'avons pas fini d'examiner les chiffres de l'Asie, » dit Carter, son directeur financier, surpris. « Terminé sans moi, » répondit-il en attrapant sa veste. Les employés échangèrent des regards confus. Noah Matthews ne partait jamais en avance, n'interrompait jamais de réunion, ne changeait jamais sa routine. Dans le train, il vérifia ses messages sans vraiment les lire, l'esprit ailleurs. Pourquoi ses enfants le préoccupaient-ils autant? New York comptait des milliers d'histoires tristes. La pauvreté n'avait rien de nouveau pour quelqu'un qui avait grandi en foyer d'accueil dans le Bronx avant de bâtir un empire. Peut-être était-ce leur silence. Les enfants abandonnés parlaient généralement, demandaient de l'argent, de la nourriture, de l'attention. Ces deux-là attendaient, simplement. Il était 18h32 lorsqu'il arriva sur le quai, 15 minutes plus tôt que d'habitude. Il s'assit sur le banc en face d'elle, téléphone à la main pour se fondre dans la masse. À 18h35, elles arrivèrent. L'aînée tenait la main de la plus jeune avec une fermeté disproportionnée pour sa petite taille. Elle portait des vêtements simples et usés, mais propres. Leurs cheveux étaient coiffés en tresses imparfaites. La plus jeune portait un petit sac à dos jaune, tandis que l'aînée en avait un bleu avec un motif de licorne délavé. Elles s'assirent sur le banc bleu, placèrent leur sac à dos entre elles et prirent leur position habituelle, les yeux vifs observant le mouvement, les jambes se balançant dans le vide. Noah remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Elles ne parlaient jamais à personne, pas même entre elles. Elles communiquaient par des regards, des contacts subtils, des gestes presque imperceptibles. Un code secret entre sœurs. La foule passait sans les remarquer, des hommes d'affaires les yeux rivés sur leurs écrans, des étudiants avec des écouteurs les isolant du monde, des touristes désorientés. Tous ignoraient ces deux petites silhouettes qui semblaient exister dans une autre dimension, le royaume des invisibles. Lorsque l'horloge numérique afficha 19h30, l'aînée sortit un paquet de biscuits froissés de son sac à dos. Elle le divisa méticuleusement en parts égales. Elles mangèrent lentement, comme des personnes qui savent qu'elles doivent se rationner. Noah sentit un pincement au cœur qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. À 20h15, la plus jeune posa sa tête sur l'épaule de sa sœur, ses yeux commençant à se fermer. À 21h07, l'aînée sortit une fine couverture de son sac et les couvrit toutes les deux. Noah resta assis, immobile. Le dernier train partit à 23h30. La gare était presque vide, à l'exception de quelques employés, de quelques ivrognes, de quelques sans-abri, et de lui, un milliardaire assis sur un banc de gare, observant deux enfants dormir. Un agent de sécurité s'approcha de lui une fois, mais en le reconnaissant, il hocha simplement la tête respectueusement et s'éloigna. Être l'un des hommes les plus riches de la ville avait ses avantages. À 5h45, Noah était toujours là quand elles se réveillèrent. L'aînée organisa méthodiquement leurs affaires, emmena la plus jeune aux toilettes publiques, et elles retournèrent sur le même banc. Il réalisa alors qu'elle n'avait pas quitté la gare. Elle vivait là. Noah Matthews possédait 3 résidences,
un penthouse de 900 mètres carrés à Manhattan, une demeure dans les Hamptons et une villa à Portofino, en Italie. Toutes impeccables, toutes pratiquement vides. Juste lui et l'écho de ses propres pas. À 6h15, la gare commença à se remplir à nouveau. Le cycle recommençait. Noah se leva, défroissa son costume marqué par la nuit blanche et traversa le quai. Il s'arrêta devant elle. L'aîné attira instinctivement la plus jeune plus près d'elle. Ses yeux, bruns, il remarqua qu'ils étaient de la même nuance que les siens ou le fixèrent avec un mélange de méfiance et de dignité farouche. « Bonjour », dit Noah, se sentant étrangement nerveux. Les négociations de plusieurs milliards de dollars ne le rendaient pas nerveux, mais parler à deux jeunes enfants, si. Elles ne répondirent pas. « Vous attendez quelqu'un » demanda-t-il, sachant combien cette question était stupide. Elles attendaient toujours. L'aînée resta silencieuse, mais la plus jeune parla, sa voix si douce qu'il dut se pencher pour entendre « Notre maman ». Noah hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. « Va-t-elle tarder » L'aîné prit enfin la parole, sa voix trop assurée pour quelqu'un de si petit. « Maman est partie chercher à manger. Elle nous a dit d'attendre. » Noah regarda autour de lui. Une station de métro animée, deux enfants seuls. Quand est-elle partie ? Les sœurs échangèrent un regard. L'aîné releva le menton. Il y a 4 jours. Le temps sembla se figer. 4 jours. 96 heures. 5760 minutes à attendre quelqu'un qui avait dit qu'elle reviendrait. Noah sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la pitié, il avait grandi en haïssant ce regard de pitié dans les yeux des adultes. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral, la reconnaissance. Son esprit retourna 28 ans en arrière. Un autre banc, une autre attente. Une assistante sociale disant « Ta mère viendra te chercher bientôt, moi. Tu dois juste attendre un peu. » Et lui, 12 ans, y croyant, attendant jour après jour, nuit après nuit. Elle n'est jamais venue. Il sentit ses yeux brûler, sa vision se brouiller. « Monsieur, vous pleurez ?» demanda la plus jeune, sa curiosité innocente audible. Noah n'avait pas remarqué les larmes. Il passa une main sur son visage, embarrassé. Il n'avait pas pleuré depuis quand? Il ne s'en souvenait plus. Ce n'est rien, dit l'aîné, comme si c'était elle qui le consolait. Elle va revenir. Elle l'a promis. La conviction dans sa voix, cette certitude enfantine que les adultes tiennent leurs promesses, que les mères reviennent toujours, le transperça comme un couteau. « Comment t'appelles-tu » demanda Noah, la voix rauque. « Maya » répondit l'aîné. « Et voici Luna. » Luna sourit timidement, révélant une dent de devant manquante. « Vous êtes riche, n'est-ce pas ? Vos vêtements ressemblent à ceux des hommes à la télé. » Noah regarda son costume italien froissé et se sentit ridicule. « Oui, je suis à l'aise. » Maya l'étudia avec des yeux bien plus vieux que son corps. « Si vous êtes riche, pourquoi êtes-vous triste ?» La question le prit au dépourvu. Comment cette enfant pouvait-elle voir à travers des décennies de masques soigneusement construits ? Parfois, les gens sont tristes même s'ils ont de l'argent, répondit-il honnêtement. Mia hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Avez-vous faim ? demanda Noah, changeant de sujet. Luna regarda Mia, attendant sa permission. Mia hésita, pesant des options et des responsabilités trop lourdes pour de si petites épaules. Nous avons des biscuits, dit-elle finalement, ouvrant son sac à dos pour montrer un paquet presque vide. Que diriez-vous d'un vrai petit déjeuner ? Suggéra Noah en désignant le café de la gare. Votre maman ne verra pas d'inconvénient à ce que vous mangiez en attendant, n'est-ce pas ? Maya se mordit la lèvre, calculant les risques. Nous ne pouvons pas quitter cet endroit. Et si elle revient et ne nous trouve pas ? Noah sentit de nouveau cette douleur dans sa poitrine. Je peux vous apporter la nourriture ici, alors. Il revint 15 minutes plus tard avec un plateau de gaufres, d'œufs brouillés, de jus d'orange et de lait. Les filles mangèrent comme si elles n'avaient pas eu de vrai repas depuis des jours, ce qui était probablement vrai. Noah s'assit à côté d'elles en silence, des milliers de pensées traversant son esprit. Devait-il appeler les autorités, les services sociaux ? Cela servirait-il à quelque chose ? Le système qu'il avait laissé tomber fonctionnerait-il pour elle ? Allez-vous parler de nous à quelqu'un ? demanda Maya, comme si elle lisait dans ses pensées. Noah hésita. Vous ne pouvez pas rester ici éternellement. Ce n'est pas éternellement, rétorqua-t-elle. Juste jusqu'à ce que maman revienne. Il voulait dire que peut-être la mère ne reviendrait pas, expliquer que les adultes partent parfois et ne reviennent jamais, parler de l'attente qui ne finit jamais.
Mais il ne pouvait pas. Pas devant ses yeux qui croyaient encore. Comment vous débrouillez-vous ici? Demanda-t-il. Maya haussa les épaules, comme si survivre seul dans une station de métro était parfaitement normal. Il y a des toilettes que nous pouvons utiliser. La dame qui vend du café nous donne parfois des sandwichs quand elle en a en trop. Il y a une fontaine, et nous faisons attention aux étrangers. Comment saviez-vous que vous pouviez me faire confiance? Répondit Luna, le surprenant. Vos yeux sont tristes comme les nôtres. Noah cligna des yeux, désarmé par la simplicité de son observation. L'horloge numérique de la gare affichait 7h32. En temps normal, il serait déjà à son bureau, examinant des rapports, dirigeant la première réunion de la journée. Au lieu de cela, il était assis sur un banc de gare à côté de 2 fillettes orphelines, même si elles ne réalisaient pas encore qu'elles l'étaient. « Je dois aller travailler maintenant » dit-il en se levant. « Mais je reviendrai plus tard pour voir comment vous allez. » Maya hocha la tête, peu convaincue. Les adultes promettent toujours de revenir. « Vous n'irez nulle part, n'est-ce pas » demanda-t-il. Luna sourit. « Nous n'allons jamais nulle part. Nous attendons, c'est tout. » Noah sentit ces mots comme un coup physique, car il comprenait. Il comprenait profondément ce que c'était que d'attendre quelqu'un qui ne viendrait pas. Lorsqu'il quitta la gare, le soleil matinal de New York le frappa avec une force inhabituelle. Le monde extérieur était exactement le même qu'avant, les gens se précipitant au travail, le café servi, les klaxons retentissant. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des décennies, Noah Matthews prit une profonde inspiration et sentit plus que le vide habituel. Il sentit un but naître, inattendu et inévitable. Aujourd'hui, il retournerait sur ce banc. Et peut-être, juste peut-être, 3 personnes qui connaissaient la douleur de l'attente pourraient trouver quelque chose de différent, ensemble. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Noah avait trouvé Maya et Luna pour la première fois. 3 jours pendant lesquels sa routine autrefois immuable avait été complètement transformée. Sa secrétaire, Diane, remarqua immédiatement le changement. « Monsieur Matthews, votre réunion avec les investisseurs chinois est prévue pour 19h ce soir. Dois-je confirmer ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil par la porte de son bureau. Noah regarda l'horloge. Il était 16h. « Annulé » répondit-il sans lever les yeux de ses documents. Diane cligna des yeux, confuse. Annuler une réunion avec les investisseurs chinois? Le Noah qu'elle connaissait depuis 8 ans n'aurait jamais fait ça. Monsieur Matthews, c'est le groupe de Shenzhen. Ils sont venus spécialement. J'ai dit, annuler, Diane, l'interrompit-il, cette fois en la regardant. Reporté à demain matin. J'ai un rendez-vous immanquable à 18h. Diane hocha la tête et sortit discrètement. Dans les couloirs vitrés de Matthews Technologies, les rumeurs commencèrent à circuler. D'abord, il avait quitté une réunion clé en avance. Puis, il était arrivé en retard pour la première fois depuis des années. Maintenant, il annulait des rendez-vous. Certains spéculaient qu'il était malade, d'autres qu'il prévoyait de vendre l'entreprise. Les plus romantiques suggéraient que peut-être Noah Matthews, l'éternel célibataire, avait enfin trouvé quelqu'un. Personne ne soupçonnait que ce quelqu'un était en réalité 2 jeunes enfants dans une station de métro. À 17h45, Noah entra dans le grand magasin le plus proche. Il se sentait complètement déplacé parmi les ours en peluche et les pyjamas colorés. Une vendeuse s'approcha en souriant. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Noah réalisa qu'il ne savait pas quoi acheter. Quelle taille de vêtements portait une fillette de 7 ans? Et une de 5 ans? « J'ai besoin de choses pour enfants, » dit-il, l'air aussi perdu qu'il se sentait. La vendeuse rit. « Quel genre de choses? Nous avons tout un rayon. » Des couvertures, se souvint-il de la minceur de la couverture que Maya portait. Des couvertures chaudes. Et peut-être des jouets, des livres? Pour un garçon ou une fille? Quel âge? Des filles. L'une d'environ 7 ans, l'autre d'environ 5 ans. Le sourire de la vendeuse s'adoucit. Première fois que vous faites des achats pour vos filles? Noah voulut la corriger, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quelque chose comme ça, marmonna-t-il. 30 minutes plus tard, il quittait le magasin, portant 2 énormes sacs. À l'intérieur se trouvaient 2 couvertures douces à motifs d'étoiles, 2 petits oreillers, 2 ours en peluche, quelques livres pour enfants, des crayons de couleur, des cahiers et une petite trousse de premiers secours. À la dernière seconde, il avait également ajouté 2 lampes de poche. Son prochain arrêt fut le restaurant italien au coin de la 5e avenue. Le propriétaire, M. Rossi, le connaissait bien. Noah commandait souvent à emporter lorsqu'il travaillait tard.
Monsieur Matthews, comme d'habitude? Demanda le robuste Italien. En fait, j'ai besoin de quelque chose de différent aujourd'hui, Antonio. Quelque chose que des enfants aimeraient. L'Italien haussa les sourcils, surpris, mais ne posa aucune question. 15 minutes plus tard, Noah sortait avec un sac contenant des spaghettis aux boulettes de viande, des raviolis au fromage, du pain à l'ail et 2 généreuses parts de tiramisu. À 18h37, il arriva à Grand Central Station. Maya le vit la première. Ses yeux, toujours vigilants, repérèrent la grande silhouette en costume traversant le quai. Une lueur d'incrédulité y vacilla alors qu'il approchait. « Vous êtes revenu » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais il y avait de la surprise dans sa voix. « J'avais dit que je le ferais » répondit Noah en s'asseyant à côté d'elle. Luna, moins réservée que sa sœur, lui fit un large sourire. « Vous avez apporté des cadeaux » Noah regarda les sacs qu'il portait. « J'ai apporté quelques petites choses dont je pensais que vous pourriez avoir besoin. Et à manger. Avez-vous dîné » Maya secoua la tête. « La dame du café nous a donné un sandwich à midi. » Noah organisa un petit pique-nique sur le banc de la gare. Il ouvrit les récipients, distribua des couverts en plastique et servit les filles. Il observa comment Maya coupait la nourriture en plus petits morceaux pour Luna, comment elle vérifiait si ce n'était pas trop chaud avant de la laisser manger. « Tu es une super sœur, Maya » commenta-t-il. La fillette haussa les épaules, mais une légère rougeur colora ses joues. « Il faut bien que quelqu'un s'occupe d'elle. »« Et qui s'occupe de toi » demanda Noah doucement. Maya détourna les yeux. « Je me débrouille. » Luna, la bouche pleine de raviolis, désigna le plus grand sac. « Qu'est-ce qu'il y a dedans » Noah ouvrit le sac et sortit les articles un par un. Les filles observaient chaque objet avec une fascination croissante. Luna poussa un cri de joie en voyant l'ours en peluche couleur caramel, le serrant immédiatement contre elle. Maya était plus réservée, mais ses doigts effleurèrent la nouvelle couverture avec respect. « C'est si doux » murmura-t-elle presque pour elle-même. « Je pensais que vous seriez plus à l'aise en attendant » expliqua Noah, se sentant soudain maladroit. Était-ce présomptueux de penser qu'ils pouvaient améliorer leur situation avec quelques objets? Mais alors Luna, avec la spontanéité d'un jeune enfant, tendit la main et prit la sienne. Ses minuscules doigts s'enroulèrent autour de 3 des siens, un contraste frappant entre le très petit et le très grand. « Merci » dit-elle simplement. Noah regarda cette petite main tenant la sienne et sentit quelque chose résonner dans sa poitrine. Un geste si simple, si naturel, et si profondément significatif. Il réalisa, abasourdi, qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois que quelqu'un lui avait tenu la main comme ça, sans condition, sans contrat, sans accord, sans stratégie. Juste un contact humain dans sa forme la plus pure. « De rien, Luna » répondit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Maya observait l'interaction avec son regard perçant, toujours vigilante, toujours protectrice. Mais Noah remarqua un changement subtil dans sa posture, une détente presque imperceptible de ses épaules, un adoucissement de ses lèvres tendues. Elle lui faisait confiance, réalisa-t-il. Pas complètement, pas aveuglément, Maya était trop intelligente pour cela, mais assez pour accepter sa nourriture, sa présence. Et lui, avec une clarté soudaine, voulut être à la hauteur de cette confiance, voulut être quelqu'un sur qui elle pourrait vraiment compter. Après qu'elles eurent fini de manger, Noah demanda « Aimez-vous les histoires ?» Luna hocha la tête avec enthousiasme. Maya haussa les épaules, mais ses yeux pétillaient d'intérêt. Noah prit l'un des livres pour enfants qu'il avait acheté, Le lapin qui voulait aller sur la lune. Il l'ouvrit à la première page et commença à lire. Sa voix, habituellement utilisée pour commander des conseils d'administration et conclure des affaires de plusieurs millions de dollars, s'adapta maintenant aux aventures d'un petit lapin déterminé. Il fit des voix différentes pour chaque personnage, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Luna gloussa au passage amusant. Mia feignit le désintérêt, mais se pencha en avant pour voir les illustrations. Au milieu de l'histoire, Noah remarqua que Luna s'était blottie plus près de lui, son petit corps appuyé contre lui, sa tête touchant presque son bras. Maya restait à une distance prudente, mais ses yeux ne quittaient pas la page. Quand il eut fini le livre, Luna applaudit. « Encore une. Encore une. » Noah sourit. « J'en apporterai une autre demain. Il se fait tard. » Maya jeta un coup d'œil à l'horloge de la gare. « Vous n'habitez pas dans le coin, n'est-ce pas ? » « Pas trop loin. À quelques minutes en voiture. »« Alors pourquoi restez-vous ici si tard ? Vous n'avez pas de famille qui vous attend ? »
La question le prit au dépourvu. Non, répondit-il honnêtement. Je vis seul. Luna parut confuse. Mais vous êtes un adulte. Les adultes peuvent aussi vivre seuls, Luna, expliqua Maya avec la sagesse forcée de quelqu'un qui a grandi trop vite. Mais c'est triste, insista Luna. Noah ne sut quoi répondre. Il n'avait jamais vraiment considéré sa solitude comme triste. C'était juste la façon dont les choses étaient. Un appartement vide, des nuits silencieuses, des matins sans personne à qui dire bonjour. Parfois, ça l'est, admit-il finalement. Maya l'étudia avec ses yeux qui voyaient bien au-delà de son âge. C'est pour ça que vous revenez ici? Parce que vous êtes seul aussi? Noah sentit l'impact de cette simple question. Était-ce pour cela? Cherchait-il de la compagnie dans le malheur de quelqu'un d'autre? Non, c'était plus que ça. Bien plus. Je reviens parce que je tiens à vous, répondit-il, surpris par sa propre honnêteté. Et parce que je sais ce que c'est que d'attendre. Les mots planèrent entre eux, chargés de sens. Personne ne parla pendant quelques instants, mais quelque chose fut partagé dans ce silence, une reconnaissance mutuelle, une compréhension. Quand Noah se leva pour partir, Luna s'agrippa à son bras. « Vous reviendrez demain ?»« Je reviendrai, promit-il. » Maya semblait toujours sceptique. Les gens disent toujours qu'ils reviendront. Noah s'accroupit à son niveau. Maya, je sais que c'est difficile à croire, mais je serai là demain, à la même heure. Je te le promets. Elle hocha la tête, pas entièrement convaincue. On verra. Et il revint le lendemain, et le jour d'après. Le troisième jour, il apporta de la soupe chaude dans des thermos, du savon, du shampoing et de nouvelles brosses à dents. Le quatrième jour, il arriva avec des sandwichs frais et une petite boîte de bonbons gélifiés qui firent sauter de joie Luna. Le cinquième jour, il vint tôt et lut 2 histoires complètes. Le sixième jour, Maya lui sourit pour la première fois. C'était un petit sourire réservé, comme si elle ne se souvenait plus comment faire, mais il était sincère, et Noah a eu l'impression d'avoir conclu l'affaire la plus importante de sa vie. Le septième jour, lorsqu'il arriva à la gare, il trouva les filles qui l'attendaient déjà, une expression anxieuse sur leur visage. « On pensait que vous ne viendriez pas aujourd'hui, » dit Luna, soulagée. « Je n'ai que 10 minutes de retard, » répondit Noah en vérifiant sa montre. Maya était inquiète, révéla Luna, s'attirant un regard réprobateur de sa sœur. « Pas du tout, » protesta Mia, mais la rougeur sur ses joues la trahissait. Noah sentit une vague d'affection pour elle. « Désolé d'être en retard, j'avais une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. »« Que faites-vous au travail ?» demanda Luna, curieuse. Noah réfléchit à la manière d'expliquer son entreprise de technologie d'énergie propre à une fillette de 5 ans. « J'aide à fabriquer des choses qui ne nuisent pas trop à la planète. »« Comme le recyclage ?» demanda Maya. « Quelque chose comme ça, mais à plus grande échelle. »« Cool, » dit Luna, bien qu'elle n'ait manifestement pas tout compris. Au fil des jours, sa présence devint partie intégrante de leur routine. Personne ne demandait plus pourquoi il venait. Il était simplement admis que vers 18h, l'homme en costume se présenterait avec de la nourriture et des histoires. Les gardes de la gare, qu'il avait d'abord observé avec méfiance, le saluaient maintenant de discrets hochements de tête. La dame du café offrait occasionnellement du chocolat chaud aux filles. Un fleuriste qui passait quotidiennement commença à laisser de petits bouquets de fleurs. Les filles, autrefois invisibles à la foule pressée, avaient maintenant une petite communauté autour d'elles. Le 10e jour, lorsque Noah arriva à la gare, il trouva Maya en train de pleurer silencieusement. Luna dormait, blottie sous la nouvelle couverture, son ours en peluche serré contre sa poitrine. Il s'assit à côté de Maya sans parler, respectant sa lutte pour retenir ses larmes. « Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» demanda finalement la fillette, la voix presque inaudible. Le cœur de Noah se serra. Il n'eut pas besoin de demander de qui Maya parlait. « Je ne sais pas, Maya », répondit-il honnêtement. Il voulait promettre que tout irait bien, que sa mère reviendrait, qu'il y aurait une fin heureuse. Mais il se souvint de toutes les promesses vides qu'il avait entendues enfant. « Je ne peux pas te promettre ça. » Maya essuya ses larmes avec sa manche. Luna y croit encore. Chaque nuit, elle dit « Maman viendra demain. » Et toi ? La fillette resta silencieuse un long moment. « Je devais y croire pour elle, » répondit-elle finalement en désignant sa sœur endormie. « Mais chaque jour, c'est plus difficile. » Noah sentit une boule dans sa gorge. « Je sais ce que ça fait. » Maya le regarda avec une curiosité triste. « Vous avez attendu quelqu'un qui n'est jamais revenu aussi. » « Oui,
dit-il simplement. Pendant combien de temps? Noah pensa aux années passées en foyer d'accueil, attendant toujours, croyant toujours qu'il serait le prochain à être choisi. Puis aux lettres sans réponse qu'il avait envoyées à sa mère biologique à l'âge adulte. Trop longtemps, répondit-il finalement. Mia appuya sa tête contre le banc de la gare, regardant le plafond. Comment avez-vous su qu'il était temps d'arrêter d'attendre? Une si grande question de la part de quelqu'un de si petit. Noah prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Je ne suis pas sûr qu'on n'arrête jamais complètement, admit-il. Mais un jour, j'ai réalisé que je pouvais construire une vie au-delà de l'attente. Maya hocha lentement la tête, assimilant. Pensez-vous que nous pouvons? J'en suis certain, répondit-il, réalisant qu'il le croyait vraiment. Vous êtes les filles les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant simplement les gens passer. Puis Maya posa une question qui allait tout changer. Et si nous ne voulons plus attendre ici? Y a-t-il d'autres endroits? Noah sentit une vague d'espoir si forte qu'elle faillit le faire vaciller. Oui, Maya. Il y a beaucoup d'endroits au-delà de cette gare. La fillette regarda sa sœur endormie, puis l'homme à côté d'elle. Je pense que Luna aimerait voir ces endroits. Noah regarda les deux fillettes, l'une endormie serrant un ours en peluche, l'autre éveillée, affrontant courageusement des vérités difficiles bien au-delà de son âge. Elle croit encore, pensa-t-il. Et moi, j'avais oublié ce que ça faisait. Pas la croyance naïve que tout finirait bien, mais le vrai courage de continuer, même sans garantie. De faire confiance, même après la trahison. D'aimer, même après la perte. Là, sur ce banc de gare, Noah prit une décision silencieuse. Il serait présent là où il n'y avait eu que l'absence. Il ne savait pas comment, il ne savait pas s'il le pouvait, mais il savait, du plus profond de son âme, qu'il ne les abandonnerait pas. Il resterait avec elle, pour elle. L'espoir qu'il voyait dans leurs yeux, même au milieu de tant de douleur, ravivait quelque chose en lui qu'il pensait avoir perdu à jamais. New York était connu pour ses orages soudains capables de transformer un ciel bleu en noir en quelques minutes. Les météorologues avaient prévenu de celui-ci en particulier, le plus important de l'année, disait-il. Mais personne ne s'attendait à une telle fureur. Noah était coincé en réunion lorsque le premier coup de tonnerre gronda. De son bureau au 47e étage de la tour Matthews, il avait une vue privilégiée sur le spectacle, des nuages sombres avalant les gratte-ciel, des éclairs zébrant le ciel comme des fissures dans un miroir brisé. On dirait qu'on va avoir des ennuis, commenta Diane en entrant dans son bureau avec des documents. Les lignes de métro signalent déjà des retards. Noah regarda l'horloge. 15h38, les filles l'attendraient. Annulez mon dîner avec les investisseurs japonais, dit-il brusquement en se levant. Mais monsieur Matthews, ils sont venus de Tokyo exprès. Dites-leur simplement que j'ai une urgence familiale, l'interrompit-il en attrapant déjà son manteau. Diane fronça les sourcils, confuse. Une urgence familiale? Noah Matthews n'avait pas de famille, tout le monde dans l'entreprise le savait. Très bien, monsieur, répondit-elle, préférant ne pas le questionner. Noah traversa le hall principal de l'immeuble d'un pas décidé. Dehors, la tempête battait déjà son plein. La pluie tombait en nappes épaisses, presque horizontales sous l'effet du vent. Un portier tenta de lui tendre un parapluie, mais il aurait été inutile contre un tel déchaînement. « Votre voiture vous attend, monsieur Matthews ?» demanda le portier. « Non, je prends le métro, » répondit-il, surprenant l'homme. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne pense pas que ce soit une bonne. » Mais Noah plongeait déjà dans la tempête. La pluie le frappa comme un mur, trempant son costume italien à $3000 en quelques secondes. Le vent lui mordait le visage et le tonnerre grondait si près qu'il pouvait le sentir dans sa poitrine. Normalement, il lui fallait 7 minutes pour atteindre l'entrée de Grand Central Station. Aujourd'hui, luttant contre la bourrasque, il en mit près de 20. Lorsqu'il atteignit enfin l'escalier menant au sous-sol, il était si trempé que l'eau dégoulinait de ses vêtements, formant des flaques à ses pieds. La gare était en plein chaos. Des centaines de personnes s'entassaient à l'intérieur, attendant que la tempête se calme. Des annonces de retard et d'annulation résonnaient dans les haut-parleurs. Noah se fraya un chemin à travers la foule, se dirigeant vers le quai où Maya et Luna attendaient toujours. Quand il les vit, son cœur se serra. Le quai était partiellement inondé. Le système de drainage, jamais conçu pour autant d'eau, ne pouvait plus suivre. Les filles étaient coincées sur leur banc habituel, qui s'était transformé en une sorte d'île. L'eau montait autour d'elles, atteignant déjà plusieurs centimètres de profondeur.
Elles étaient blotties l'une contre l'autre, les bras enroulés autour d'elles, visiblement tremblantes. Les couvertures que Noah avait apportées quelques jours plus tôt étaient trempées, inutiles contre le froid. Le visage de Luna était enfoui contre la poitrine de Mia, les bras de l'aînée la protégeant. « Mes chéris !» Luna appela Théil en courant vers elle. Mia leva les yeux, et le soulagement dans son regard faillit terrasser Noah. « Vous êtes venu ?» dit-elle, la voix tremblante. « Bien sûr que je suis venu, répondit-il en les atteignant. « Vous êtes trempés. » Luna leva le visage. Ses lèvres étaient légèrement bleues, ses dents claquaient. « Le plafond fuit », expliqua-t-elle en désignant le dessus, d'où de petites cascades coulaient des fissures dans le béton. Noah regarda autour de lui. L'eau continuait de monter. Les employés s'affairaient, essayant d'organiser une évacuation. Une annonce retentit dans les haut-parleurs. « Attention passagers, en raison des inondations, la gare de Grand Central fermera dans 30 minutes. Veuillez vous diriger vers les sorties de manière ordonnée. » Il prit une décision instantanée. « Vous ne pouvez pas rester ici. Venez chez moi. » L'expression de Maya était un mélange de méfiance et de désespoir. « Maman a dit de ne pas quitter la gare. » Noah s'accroupit, se mettant à son niveau, même si ses genoux s'enfonçaient dans l'eau glacée. « Maya, regarde autour de toi. La gare ferme. Tout le monde doit partir. Vous viendrez avec moi, juste le temps que la tempête passe. Ensuite, nous reviendrons. Je te le promets. » La fillette se mordit la lèvre, calculant ses options. Un coup de tonnerre assourdissant fit crier Luna et enfouir à nouveau son visage contre sa sœur. « D'accord, » accepta finalement Maya. « Mais juste le temps que la tempête soit finie. » Noah hocha la tête. « Seulement jusque-là. Prenez vos affaires. » Rapidement, il les aida à ranger leurs quelques affaires dans leur sac à dos. L'ours en peluche de Luna était trempé et dégoulinait. Les livres qu'il avait apportés étaient ruinés par l'eau. « Viens, ma petite, » dit-il à Luna en lui tendant les bras. À sa surprise, elle vint sans hésiter, le laissant la soulever. Elle tremblait tellement qu'il pouvait sentir les vibrations dans son propre corps. Maya tenait sa main libre, et tous les trois commencèrent le trajet pour sortir de la gare. Dehors, la tempête n'avait pas faibli. Noah repéra un taxi qui s'arrêtait pour déposer des passagers et se précipita vers lui, portant toujours Luna et tirant Maya. « Upper East Side » dit-il au chauffeur en montant rapidement avec les filles. « Park Avenue et 73e. » Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, remarquant les enfants trempés. « Sacrée tempête, hein ?» commenta-t-il. « On dirait que vous vous êtes fait surprendre. »« Pire que ça, » répondit Noah en enlaçant les filles, essayant de les réchauffer. Le taxi avançait péniblement dans les rues inondées de Manhattan. Ce qui aurait dû être un trajet de 15 minutes s'éternisa pendant près d'1 heure. Luna s'était endormie dans les bras de Noah, épuisée et frissonnant encore de temps en temps. Maya gardait les yeux fixés sur la fenêtre, observant la ville submergée. « Je n'ai jamais été dans un taxi avant, » commenta-t-elle doucement. Noah la regarda, surpris. « Jamais ?» Elle secoua la tête. Maman disait que c'était trop cher. Une autre pièce du puzzle de leur vie. Noah voulut en demander plus, mais se retint. Ce n'était pas le moment. Finalement, le taxi s'arrêta devant un imposant immeuble art déco. Noah paya la course, laissant un généreux pourboire, et sortit, portant toujours Luna, Maya s'agrippant fermement à sa main. Le portier haussa les sourcils en le voyant avec 2 enfants, mais se reprit rapidement. « Bonsoir, monsieur Matthews. »« Bonsoir, Frank. J'aurai besoin de serviettes supplémentaires, s'il vous plaît. »« Tout de suite, monsieur. » Dans l'ascenseur privé qui menait directement à son penthouse, Maya resta silencieuse, observant le nouvel environnement. Ses yeux parcouraient le sol en marbre, les murs en miroir, le panneau numérique avec un seul bouton, PH, pour penthouse. « Vous vivez vraiment ici ?» demanda-t-elle finalement d'une petite voix. « Oui » répondit Noah. « Au dernier étage. »« Seul ?»« Oui. »« Pourquoi ? C'est beaucoup trop grand pour une seule personne. » Noah n'avait pas de réponse simple. Pourquoi, en effet, avait-il besoin d'un penthouse de 900 mètres carrés pour lui tout seul? Il ne s'était jamais posé la question auparavant. « Je suppose que je n'y ai jamais vraiment réfléchi », répondit-il honnêtement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall d'entrée de l'appartement. Maya laissa échapper un petit hoquet de surprise. L'espace était impressionnant, même selon les normes new-yorkaises. Plafond à double hauteur, murs de verre offrant une vue panoramique sur la ville,
parquet, mobilier minimaliste et élégant. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine d'architecture. Impeccable, luxueux et complètement impersonnel. Mettons-nous au sec, dit Noah en la guidant à l'intérieur. Je vais vous trouver quelque chose de sec à porter. Elles le suivirent dans un couloir jusqu'à une chambre d'amis qui n'avait jamais été utilisée. Soigneusement, Noah déposa Luna, toujours endormie, sur le lit king size qui semblait l'avaler. « Tu restes avec elle 1 minute ? Je vais chercher des serviettes et des vêtements secs. » Maya hocha la tête, s'asseyant à côté de sa sœur. Elle paraissait minuscule dans cette immense pièce, une silhouette fragile sur fond d'opulence. Noah rassembla rapidement ce dont il avait besoin. Des serviettes douces, 2 de ces t-shirts qui pourraient servir de chemise de nuit aux filles, des chaussettes chaudes. Il hésita, puis attrapa également son vieux sweatshirt de l'université de Columbia, pensant que Maya pourrait l'utiliser comme peignoir. Quand il revint dans la chambre, les 2 filles étaient réveillées. Luna regardait autour d'elle avec de grands yeux, comme si elle s'était réveillée sur une autre planète. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, encore somnolente. « Chez Noah » répondit Maya. « Juste le temps que la tempête passe. » Noah leur tendit les serviettes et les vêtements secs. « La salle de bain est par là » indiqua-t-il. « Vous pouvez prendre une douche chaude si vous voulez. » Lorsque les filles disparurent dans la salle de bain, Noah se dirigea vers la cuisine. Il n'avait jamais été un grand cuisinier, mais il connaissait quelques bases. Il mit une casserole de soupe à réchauffer, prépara quelques sandwichs au fromage grillé et fit chauffer du lait pour du chocolat chaud. Le bruit de l'eau courante résonnait dans l'appartement qui, pour la première fois, ne semblait pas si vide. 20 minutes plus tard, les filles réapparurent, transformées. Leur visage était rougi par la douche chaude, les cheveux humides et propres. Noyées dans les t-shirts surdimensionnés de Noah, elles paraissaient encore plus petites, mais en quelque sorte plus à l'aise. Maya portait le sweatshirt de Columbia par-dessus, les manches retroussées plusieurs fois pour libérer ses mains. « Mieux » demanda Noah. Luna hocha la tête avec enthousiasme. La douche était si chaude. « Et le savon sentait bon » ajouta Maya, semblant un peu embarrassée de montrer son enthousiasme. « Venez manger » invita Noah, indiquant la table de la cuisine où il avait dressé un repas simple. Elles s'assirent, les yeux s'illuminant à la vue de la nourriture. Luna se jeta immédiatement sur le chocolat chaud, se laissant une moustache brune au-dessus des lèvres. Maya goûta la soupe avec précaution, puis commença à manger avec un réel appétit. « C'est bon » admit-elle entre 2 cuillerées. Après qu'elles eurent terminé, Noah les conduisit au salon. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, des éclairs occasionnels illuminant la vue spectaculaire sur la ville. Mais à l'intérieur, il faisait chaud, sec et sûr. Il alluma la télévision, trouvant une chaîne de dessins animés. « Vous pouvez rester ici cette nuit » dit-il. « Demain, quand la tempête sera passée, nous pourrons retourner à la gare. » Luna, déjà blottie sur l'immense canapé en cuir, hocha la tête distraitement, hypnotisée par l'animation colorée à l'écran. Maya, cependant, lui lança ce regard sérieux si disproportionné à son âge. « Merci » dit-elle simplement. Noah s'installa dans le fauteuil à côté d'elle, les observant. La pluie martelait les fenêtres avec une intensité féroce, mais à l'intérieur de l'appartement, une chaleur qui n'était pas seulement due au radiateur commençait à se répandre. Plus tard, alors que le dessin animé passait à un film d'animation, Luna demanda « C'est votre vraie maison ?» Noah sourit. « Oui, c'est ça. C'est vraiment grand et joli. »« Merci. Vous avez de la chance, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Nous n'avons jamais eu une maison comme ça. » La simplicité de son observation prit Noah au dépourvu. « Comment était votre maison » demanda-t-il doucement. Luna regarda Maya, comme pour lui demander la permission de parler. L'aînée hésita, puis haussa les épaules comme pour dire « Vas-y, au début, nous avions un appartement » dit Luna. Il était minuscule, mais il y avait une grande fenêtre dans la cuisine. J'aimais regarder les oiseaux. Mais ensuite, nous avons dû partir, continua Maya d'un ton neutre, comme si elle racontait une histoire qui n'était pas la leur. Maman a dit qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Où êtes-vous allé ? demanda Noah, le cœur serré. Un peu partout, répondit Maya. Nous sommes restés chez une amie pendant un certain temps, mais son mari n'aimait pas les enfants. Puis nous sommes restés dans un refuge, mais c'était bruyant et maman ne pouvait pas dormir. Puis elle hésita. Ensuite, nous avons vécu dans la voiture, termina Luna avec cette honnêteté innocente qui ne connaît pas la honte. C'était à l'étroit, mais maman faisait en sorte que ce soit une aventure.
Elle disait que nous étions des exploratrices secrètes. Noah sentit un nœud dans sa gorge. Et après la voiture? Maya baissa les yeux sur ses mains. La voiture est tombée en panne. Maman n'avait pas d'argent pour la réparer, alors. Sa voix faiblit. Alors nous dormions dans des boîtes. S'exclama Luna, comme si c'était quelque chose d'incroyablement intéressant. Vous savez, ces grandes boîtes de réfrigérateur. Maman en récupérait deux, une pour que nous dormions dedans et une autre pour ranger nos affaires. Elle les tapissait de journaux pour nous tenir chaud. La façon décontractée dont elle le décrivait était dévastatrice. Noah voulait dire qu'il était désolé, promettre qu'elle ne revivrait plus jamais ça, garantir que tout irait bien. Mais il savait que les promesses vides n'aideraient pas. Alors il écouta simplement. Les nuits froides, nous inventions des histoires, continua Luna joyeusement. J'étais une princesse dans un royaume en chocolat, et Maya était la capitaine d'un bateau pirate. Maman disait que l'imagination réchauffait plus que les couvertures. Maya esquissa un léger sourire, le premier de la soirée. Luna voulait toujours être la princesse. Et toi, tu voulais toujours être le pirate, rétorqua la petite. Les pirates sont plus cool que les princesses. Non, ils ne le sont pas. Si, ils le sont. La dispute enfantine continua, et Noah observait, fasciné que même en racontant des souvenirs difficiles, elle puisse trouver de la légèreté. Il n'y avait ni amertume ni apitoiement sur soi, juste une résilience apprise en n'ayant jamais connu d'autre réalité. Alors, comment avez-vous atterri à la gare? Demanda-t-il finalement. Le sourire de Maya disparut. Il faisait trop froid dans les rues. Maman nous a emmenés à la gare un jour et a dit que nous allions juste nous réchauffer un peu. Ça nous a plu là-bas. Il faisait chaud, il y avait des toilettes, et certains gardes étaient gentils avec nous. Alors nous avons commencé à y rester plus longtemps. Jusqu'à ce que maman sorte chercher à manger, dit Luna en bâillant, et nous dise d'attendre. Et vous avez attendu, dit Noah doucement. Oui, répondit Maya. Nous attendons toujours. Le poids de ces mots flottait dans l'air, plus fort que le tonnerre à l'extérieur. Noah ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Il tendit simplement la main et caressa doucement les cheveux de Luna. Elle s'endormait déjà à nouveau. Maya observait le geste avec son regard perçant. Vous êtes différent des autres adultes, dit-elle. Comment ça? Vous ne répétez pas sans cesse que tout ira bien. Vous ne faites pas de promesses. Noah sourit tristement. Les promesses sont faciles à faire, difficiles à tenir. Maman faisait beaucoup de promesses, dit Maya si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre. Le film d'animation continuait à la télévision, couleurs vives et sons forts contrastant avec leurs conversations sombres. Luna était maintenant complètement endormie, blottie sur le canapé. Maya luttait pour rester éveillée, les paupières lourdes. Repose-toi un peu, suggéra Noah. Tu es en sécurité ici. La fillette hocha la tête, se laissant enfin aller. En quelques minutes, elle dormait aussi, la tête reposant sur l'accoudoir du canapé. Noah alla chercher des couvertures douces et les couvrit délicatement. Il observa leurs petites silhouettes endormies dans son salon, deux enfants qui avaient affronté plus d'épreuves en leurs quelques années que beaucoup d'adultes ne le feraient jamais. Il s'assit dans un fauteuil en face d'elle, les regardant simplement dormir. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais pour la première fois depuis des années, son appartement ne semblait pas vide. Ce n'était plus seulement un endroit où dormir entre deux journées de travail. Ce qui avait commencé comme un abri temporaire contre la pluie devenait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu dans aucune de ses trois luxueuses résidences, un foyer. Et lui, qui s'était tant habitué à sa propre solitude comme on s'habitue à une maladie chronique, sentit quelque chose de nouveau grandir dans sa poitrine, une affection qui allait au-delà de la pitié ou de la charité, un besoin de protéger qui dépassait l'obligation morale. Noah Matthews, le milliardaire qui avait bâti un empire mais jamais un foyer, s'endormit dans ce fauteuil, veillant sur deux enfants qui n'étaient pas les siennes mais qui, d'une manière ou d'une autre, comblaient les vides de sa vie. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de tempête. Les filles étaient retournées à la gare le lendemain matin, comme Noah l'avait promis. Mais quelque chose avait changé. Un lien invisible, indéniable, s'était tissé entre eux. Les visites de Noah restaient quotidiennes, mais il y avait maintenant une routine. Il arrivait à 18h, apportait le dîner et restait jusqu'à 20h. Le week-end, il venait plus tôt et restait plus tard. Sa secrétaire ne remettait plus en question les rendez-vous fixes qu'il prenait à la fin de chaque journée.
Ses collègues s'habituèrent à sa nouvelle manie de partir à l'heure. Personne ne savait que le puissant PDG de Matthews Technologies passait ses soirées sur un banc de métro à lire des histoires à 2 enfants sans abri. Et il préférait que ce soit ainsi. Ce jeudi-là, le ciel menaçait d'un nouvel orage, moins fort que le précédent, mais suffisant pour rendre l'air lourd et humide. Noah arriva à la gare, transportant des parapluies supplémentaires et un sac de nourriture thaïlandaise. « J'ai apporté du pad thaï », annonça-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Et de la glace pour le dessert. » Luna applaudit avec enthousiasme. Progressivement, la plus jeune fille était devenue plus expressive, plus enfantine. Au début, elle avait été timide et réservée, comme si elle avait appris à ne pas prendre de place. Maintenant, elle courait pour l'embrasser et bavardait sans arrêt quand il arrivait. Maya, en revanche, restait plus réservée, plus observatrice. Mais même elle s'était détendue. Elle souriait davantage, faisait parfois même des blagues, et ses yeux ne portaient plus cette méfiance constante. Pendant qu'ils mangeaient, Noah leur demanda comment s'était passée leur journée. C'était un petit rituel qu'ils avaient développé, qui normalisait la rencontre, comme n'importe quel dîner de famille ordinaire. « La dame du fleuriste a apporté des roses aujourd'hui, » dit Luna entre 2 bouchées de nouilles. Elle a dit que c'était des roses jaunes spéciales. « Vraiment ?» répondit Noah, feignant la surprise. En vérité, c'était lui qui avait demandé au fleuriste de les apporter, le jaune était la couleur préférée de Luna. Et Maya a eu un livre du type du kiosque à journaux, ajouta Luna, sur les pirates. Noah jeta un coup d'œil à Maya, qui parut légèrement embarrassé. Il a dit qu'il avait un exemplaire en trop et m'a demandé si je le voulais, expliqua-t-elle en haussant les épaules. Pas grand-chose. Mais Noah savait que si. Ces dernières semaines, lui et Maya avaient découvert un intérêt commun pour les histoires d'aventure. Il lui avait apporté quelques livres, et elle les dévorait avec une faim que seule une personne ayant connu la pénurie pouvait avoir. Voir d'autres personnes le remarquer, comme le propriétaire du kiosque qui réalisait que Maya aimait les pirates, signifiait qu'elle n'était plus invisible. Après le dîner, Noah sortit un jeu de cartes Uno de sa poche. C'était simple, mais les filles adoraient ça. Luna, en particulier, poussait des cris chaque fois qu'elle faisait piocher des cartes à Noah. La soirée s'écoula au milieu des rires et des taquineries ludiques. La partie se termina par la victoire de Luna, qui sautait de joie. Il était presque l'heure pour Noah de partir quand les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber à l'extérieur. « On dirait qu'il va pleuvoir à verse », remarqua-t-il en jetant un coup d'œil au ciel sombre à l'entrée de la gare. « Devez-vous partir ?» demanda Luna, visiblement déçue. Noah hésita. Devait-il les inviter à rester chez lui à nouveau? Une partie de lui le voulait, une autre craignait de franchir des limites, de créer des attentes qu'il ne pourrait peut-être pas satisfaire. Maya, toujours à l'écoute des émotions des autres, sentit son conflit intérieur. « On s'en sortira bien ici, » dit-elle. « On a déjà affronté des tempêtes. »« Je sais que vous pouvez le supporter, » répondit Noah. « Vous êtes les personnes les plus fortes que je connaisse. » Il le dit sans condescendance, avec une admiration sincère. Maya le remarqua, et une légère rougeur tinta ses joues. Ils restèrent silencieux quelques instants, écoutant simplement la pluie s'intensifier à l'extérieur. Noah savait qu'il devait partir, mais ses pieds refusaient de bouger. Puis Maya, dans un rare moment de vulnérabilité, posa la question « Vivez-vous seul ?» La question surprit Noah, non pas par son contenu, mais par son timing. Elle savait déjà qu'il vivait seul, elles étaient allées dans son appartement. Mais il réalisa que Maya ne s'interrogeait pas sur sa situation actuelle, elle s'interrogeait sur sa vie, son histoire. « Oui », répondit-il après une pause. « Je vis seul depuis longtemps. »« Pourquoi ?» insista Maya. « Vous êtes gentil et riche », ajouta-t-elle avec la franchise d'un enfant. Noah esquissa un petit sourire, qui n'atteignit pas ses yeux. « Je n'ai pas toujours été riche, » commença-t-il, se surprenant lui-même par sa volonté de partager. « J'ai grandi dans des foyers d'accueil. Beaucoup d'entre eux. » Maya et Luna le fixèrent avec de grands yeux. C'était une nouvelle information. « Comme nous ?» demanda Luna, confuse. « Similaire, » répondit Noah. « J'ai attendu aussi. J'ai attendu que ma mère revienne pour moi. Elle avait dit que ce serait juste pour un petit moment, qu'une fois qu'elle aurait trouvé un travail et un logement, elle reviendrait. » Sa voix se brisa sur cette dernière partie. C'était une histoire qu'il ne partageait jamais, même pas avec les quelques amis qu'il avait. Maya le regardait attentivement, absorbant chaque mot. « La personne que j'aimais est partie et n'est jamais revenue, » continua Noah, le regard lointain, au-delà des filles.
J'ai attendu des années. Chaque jour, assis près de la porte de l'orphelinat, regardant chaque voiture passer, pensant que la suivante serait la sienne. La gare sembla devenir silencieuse, comme si l'endroit lui-même respectait sa confession. « Que s'est-il passé ensuite » demanda doucement Maya. « J'ai grandi » dit simplement Noah. « J'ai étudié dur, obtenu des bourses, travaillé de longues heures, bâti mon entreprise à partir de rien. Je pensais que si j'avais assez de succès, si j'avais assez d'argent. » Il s'arrêta, réalisant combien cette pensée était futile. « Je pensais que ça comblerait le vide. Ça ne l'a pas fait. » Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds comme la pluie qui tombait à verse dehors. Noah évitait de regarder les filles, craignant ce qu'il pourrait voir dans leurs yeux, de la pitié, peut-être, ou pire, de la déception en découvrant que leur héros avait des cicatrices aussi profondes que les leurs. Alors quelque chose d'inattendu se produisit. Luna se leva de sa place, sans un mot, se déplaça aux côtés de Noah. Elle s'appuya contre lui, petite et chaude, et lui prit la main. Un geste si simple, si profond. Maya ne bougea pas immédiatement, mais ses yeux étaient différents. Il n'y avait ni pitié ni déception en eux, seulement de la reconnaissance. Le genre de compréhension qui ne peut venir que de quelqu'un qui porte la même douleur. Lentement, elle aussi s'approcha. Elle s'assit de son autre côté, pas aussi près que Luna, mais assez proche pour sentir sa chaleur. « On vous a abandonné aussi, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Noah sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qu'il avait gardé rigide et contrôlé pendant des décennies. Les grands patrons ne pleurent pas, les milliardaires ne montrent pas de faiblesse. Mais là, sur ce banc de gare, entre deux enfants qui avaient tout perdu sauf l'une l'autre, il sentit les larmes monter. « Oui, murmura-t-il. On m'a abandonné. » Luna serra sa main. Dans un geste surprenant, Maya posa sa tête sur son épaule. Aucun d'eux ne dit plus rien. Ils n'en avaient pas besoin. Quelque chose de profond fut partagé, quelque chose au-delà des mots, au-delà de la logique. Ce n'était ni de la pitié ni une compétition pour savoir qui avait le plus souffert. C'était la pure reconnaissance d'une douleur commune. Noah réalisa avec une clarté soudaine que c'était la première fois que quelqu'un le comprenait vraiment. Pas comme ces thérapeutes qui analysaient son traumatisme cliniquement, pas comme ces quelques amis qui offraient des mots de réconfort creux. Mais une vraie compréhension, née de la même blessure. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, mais à l'intérieur de ce petit cercle formé par eux trois, une paix étrange s'installa. Une paix qui ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la certitude de ne pas la porter seule. À cet instant, Noah sut qu'il ne serait plus jamais le même. Ses deux enfants, venus de nulle part, avaient comblé un vide que des milliards de dollars ne pouvaient atteindre. Maintenant, aucun d'eux n'était seul. Aucun des trois. Le bureau de Frank Morelli se trouvait au 5e étage d'un vieil immeuble du centre-ville de Manhattan. Une plaque discrète sur la porte indiquait simplement « Morelli Investigation », sans fioriture ni grande promesse. Noah avait choisi M. Morelli pour sa réputation de discrétion et d'efficacité. Ancien détective du NIPD, il travaillait maintenant à son compte, retrouvant des personnes qui ne voulaient pas être retrouvées. « Alors, Monsieur Matthews, qui cherchons-nous exactement ?» demanda Morelli, un stylo suspendu au-dessus d'un bloc-notes. Noah se tortilla sur la chaise inconfortable. Il se sentait étrange d'être là. Pendant des semaines, il avait réfléchi à cette décision. Appeler Morelli avait été plus difficile que de conclure la plus grosse affaire de sa carrière. Une femme. Je ne connais pas son nom complet. J'ai seulement le prénom que ses filles ont mentionné, Elisa. Morelli haussa les sourcils. Ce n'est pas grand-chose pour commencer. Je sais, admit Noah. Mais il y a quelques détails circonstanciels. Il expliqua la situation, 2 fillettes abandonnées à Grand Central Station, leur mère partie chercher de la nourriture et jamais revenue. Il mentionna ce qu'il savait de leur vie d'avant, l'appartement perdu, la vie dans une voiture, les nuits passées dans des cartons. Ont-elles mentionné un quartier spécifique, une école qu'elles fréquentaient, demanda l'enquêteur. Luna a mentionné une école arc-en-ciel à un moment donné, mais je ne suis pas sûr si c'est un vrai nom ou quelque chose qu'elle a inventé. Morelli tapa des notes. Depuis combien de temps sont-elles à la gare? D'après ce que j'ai compris, presque 2 mois maintenant. Et depuis combien de temps les connaissez-vous? 1 mois. L'enquêteur étudia Noah avec un regard aguerri qui faisait se tortiller les coupables. Pourquoi cherchez-vous la mère, monsieur Matthews? La question prit Noah au dépourvu, non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce qu'il n'était pas entièrement sûr de la réponse lui-même. C'est la bonne chose à faire, répondit-il finalement.
ces enfants appartiennent à leur mère. Monsieur Morelli continua de le regarder. C'est tout? Noah prit une profonde inspiration. Je veux savoir si elle les a vraiment abandonnés ou si quelque chose lui est arrivé. Elle mérite de savoir. L'enquêteur hocha la tête, semblant satisfait de la réponse. J'aurais besoin de photos des filles, leur nom complet si possible. Maya et Luna Lopez. Du moins, c'est le nom de famille que Maya a mentionné une fois. Je n'ai pas de photos, mais je peux les décrire. Tandis que Noah fournissait les détails, Maya, 7 ans, cheveux châtain foncé, yeux bruns, sérieuse au-delà de son âge. Luna, 5 ans, cheveux plus clairs, grands yeux, toujours souriante, il se sentit mal à l'aise. Il aidait à retrouver quelqu'un qui pourrait lui enlever ce qui était devenu le plus important dans sa vie. Je vais commencer à travailler là-dessus immédiatement, dit Morelli en concluant la réunion. Je vérifierai les écoles, les refuges, les hôpitaux. Si cette femme est à New York et veut être retrouvée, nous la trouverons. Et si elle ne le veut pas, pensa Noah, mais il garda cette question pour lui. La vie continua pendant que Morelli enquêtait. Après la nuit pluvieuse, Noah convainquit les filles de passer les week-ends dans son appartement. Ce ne fut pas difficile, les souvenirs de la douche chaude, de la nourriture fraîche et d'un lit confortable étaient trop tentants. Seulement jusqu'à ce que nous trouvions votre mère, avait-il dit. Les filles acceptèrent, bien que Mia insista toujours pour qu'elles retournent à la gare en semaine, au cas où leur mère reviendrait. Progressivement, l'appartement commença à changer. La première transformation fut subtile, une brosse à dents violette et une rose dans la salle de bain des invités. Puis une petite paire de chaussons près de la porte, un livre pour enfants sur la table basse, un dessin coloré sur le réfrigérateur tenu par un aimant. Un samedi matin, Noah se réveilla au son de rire venant de la cuisine, un son que son appartement n'avait jamais connu. Il trouva Luna essayant de faire des crêpes, de la farine partout, tandis que Mia essayait de l'aider à garder la pâte dans le saladier. « Nous voulions faire le petit déjeuner », expliqua Maya en le voyant, inquiète de sa réaction. Noah sourit. « Puis-je aider ?» C'était la première fois qu'ils cuisinaient ensemble. Noah découvrit qu'il n'était pas si mauvais en cuisine quand il avait de la compagnie. Luna était maladroite mais enthousiaste, Maya méticuleuse et perfectionniste. Il se situait entre les deux, équilibrant les deux extrêmes. Lorsqu'ils s'assirent enfin pour manger les crêpes, certaines parfaites et d'autres difformes, Noah réalisa qu'il ne s'était jamais senti aussi en paix. Le temps passa, et M. Morelli appelait chaque semaine, sans nouvelles. Pas d'Elisa Lopez correspondante dans les registres scolaires, pas de rapport de personnes disparues, aucune piste dans les refuges de la ville. Continuez à chercher, insistait Noah à chaque fois. Le troisième week-end, il acheta de nouveaux lits pour la chambre d'amis, un sur le thème des pirates pour Maya, un autre sur le thème des princesses pour Luna. Quand les filles les virent, Luna sauta de joie. Maya se tint dans l'embrasure de la porte, silencieuse. « Vous n'étiez pas obligé, dit-elle finalement. « Je le voulais, répondit Noah. « C'est juste temporaire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les yeux trop sérieux pour une enfant. Noah sentit cette douleur familière. « Oui, juste jusqu'à ce que nous trouvions votre mère. » Mais les nuits calmes, après que les filles se fussent endormies, Noah s'autorisait à penser l'impensable. Et si leur mère n'était jamais retrouvée? Et si elle restait? L'idée l'effrayait et l'excitait à la fois. Il était dangereusement attaché à quelque chose qu'il pouvait perdre à tout moment. Ont-elles mentionné leur père? Demanda M. Morelli lors d'un de ses appels. Luna a mentionné une fois que papa était parti quand j'étais bébé. Rien d'autre. J'étends la recherche aux bases de données nationales. Il est possible qu'elle vienne d'un autre État. Noah le remercia et raccrocha. Il jeta un coup d'œil au calendrier de son téléphone. 6 semaines depuis qu'il avait rencontré les filles, 4 semaines d'enquête. Le temps passait trop vite et trop lentement à la fois. Une nuit, alors qu'il regardait un film dans son appartement, Luna demanda soudain « Pensez-vous que maman regarde des films aussi ?» La question, sortie de nulle part, créa un silence instantané dans la pièce. Maya regarda sa sœur avec inquiétude et tristesse. « Je ne sais pas, Luna, répondit doucement Noah. Elle aimait beaucoup les films de princesses, continua la petite. Elle disait que je ressemblais à une princesse. Noah sentit une boule dans sa gorge. Tu ressembles vraiment à une princesse. Maya resta silencieuse, les yeux fixés sur la télévision, mais Noah devinait qu'elle ne regardait pas vraiment. Après quelques instants, elle parla à voix basse, presque un murmure, parfois, son odeur me manque. La simplicité de cette confession frappa Noah comme un coup de poing. Luna hocha la tête avec insistance.
Elle sentait les fleurs, ajouta la plus jeune. Même quand nous n'avions pas de maison, elle utilisait toujours ces petits échantillons de parfums qu'elle recevait. Noah écoutait, absorbant chaque détail sur une femme qu'il n'avait jamais rencontrée mais dont l'absence façonnait maintenant sa vie. « Comment était-elle avec vous » demanda-t-il doucement. Luna sourit. Elle racontait les meilleures histoires. Et elle chantait quand nous n'arrivions pas à dormir. Maya marqua une pause avant de parler. La plupart du temps, elle était bien. Parfois, elle devenait très triste. Elle restait au lit toute la journée, ou devenait très anxieuse, parlant vite, faisant des plans farfelus. Mais elle nous aimait, ajouta rapidement Luna. Elle le disait toujours. Noah hocha la tête, pensif. Le portrait qui se dessinait était celui d'une femme luttant contre ses propres démons, peut-être des problèmes de santé mentale aggravés par la pauvreté et le stress. Elle vous manque beaucoup, dit-il en passant un bras autour de Luna. Maya l'observa avec ses yeux toujours perspicaces. Vous la cherchez toujours, n'est-ce pas? Il fut surpris, il n'avait jamais mentionné M. Morelli ni l'enquête, ne voulant pas susciter de faux espoirs ou de craintes. Comment le sais-tu? Demanda-t-il. Je vous ai entendu au téléphone une fois, expliqua-t-elle, parler de refuge et d'école. Noah hésita, puis opta pour la vérité. Oui, je la cherche. Je pensais que vous voudriez savoir ce qui s'est passé. Maya hocha lentement la tête. Merci. Un seul mot, mais chargé de sens. Pour la première fois, Noah se sentit certain d'avoir fait le bon choix. L'appartement continuait de se transformer subtilement. Un coin du salon abritait désormais un coffre à jouets. La porte du réfrigérateur, autrefois sans émotion, était couverte de dessins colorés. Une étagère entière était consacrée aux livres pour enfants. Noah remarqua comment son vocabulaire changeait en leur présence, comment sa posture se détendait, comment il riait davantage. Ses collègues commentaient combien il semblait différent, mais il gardait la raison pour lui. Les filles changèrent aussi. Luna paraissait en meilleure santé, ses joues plus rondes, son sommeil plus calme. Maya souriait davantage, parlait davantage, et parfois même riait, un son rare et précieux que Noah en vint à estimer par-dessus tout. Il était frappant de voir comment, en si peu de temps, ils s'étaient connectés, comment ils avaient commencé à se comprendre sans mots. Comment Noah savait exactement quelle céréale Luna préférait au petit déjeuner, comment Mia pouvait deviner quand il était préoccupé par le travail même quand il essayait de le cacher, comment Luna avait le don de les faire rire tous les deux quand les choses semblaient trop lourdes. Parfois, lorsqu'ils quittaient la gare le vendredi soir, Noah les regardait dans le rétroviseur, deux petites têtes côte à côte sur la banquette arrière, bavardant de leur journée ou fredonnant des chansons qu'elles avaient apprises. Et une pensée dangereuse, pleine d'espoir, faisait surface, nous sommes une famille. Mais alors le téléphone sonnait, et c'était M. Morelli avec une autre mise à jour, et la réalité le frappait durement une fois de plus. 8 semaines après le début de l'enquête, Morelli demanda un entretien en personne. Noah sentit une lourde anticipation en se rendant au bureau de l'enquêteur. « J'ai le rapport final », dit M. Morelli en posant un dossier sur le bureau. Noah le fixa sans y toucher. « Et ? » ?»« Rien, » répondit l'enquêteur avec un soupir. « Absolument rien. Nous avons vérifié chaque Elisa ou Elisabeth Lopez dans le système, recoupé avec les femmes ayant 2 filles, étendu à tous les États, vérifié les registres de décès, les arrestations, les admissions à l'hôpital, les cas d'expulsion. Il n'y a aucune trace de quelqu'un correspondant à la description. « Comment est-ce possible ?» demanda Noah. « C'est plus courant que vous ne le pensez. Des gens qui vivent en marge, sans papier, sans dossiers officiels. Peut-être que c'est un faux nom, peut-être qu'elle n'a jamais officiellement déclaré les filles. Beaucoup de possibilités. » Noah hocha la tête, ressentant un mélange conflictuel d'émotions, tristesse face à l'absence de réponse, soulagement qu'il n'y ait personne pour lui enlever les filles, culpabilité de ressentir ce soulagement. « Nous pourrions élargir encore la recherche », suggéra Morelli. Base de données internationales, différentes variantes de noms, engager plus de personnel. Non, dit Noah, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. C'est suffisant. Morelli l'étudia un instant, puis hocha la tête. Vous avez fait ce que vous pouviez, monsieur Matthews. Plus que la plupart. Noah prit le dossier, paya la facture finale et quitta le bureau, emportant ce qui équivalait à un tas de rien sur papier. Assis dans sa voiture, il ouvrit le dossier et parcourut le rapport. Des pages et des pages d'enquête approfondie menant à une seule conclusion. La mère de Maya et Luna avait disparu sans laisser de traces. Peut-être était-elle morte, peut-être avait-elle choisi d'abandonner ses enfants,
Peut-être était-elle trop malade pour s'en occuper. Il ne le saurait jamais. Ce qui signifiait « Et maintenant ?» Noah sentit le poids de la responsabilité comme jamais auparavant. Ses enfants n'avaient personne d'autre. Leur attente à la gare avait été vaine. Il ferma le dossier et regarda par la fenêtre de la voiture, observant l'agitation de la ville. New York, une ville de millions d'histoires, dont beaucoup perdues à jamais, comme celle d'Elisa, une mère qui avait laissé 2 filles dans une station de métro et avait disparu comme de la fumée. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé les recherches, Noah s'autorisa à accepter la vérité complète, elle ne reviendrait pas. Elle ne reviendrait jamais. Mais lui était là. Il avait trouvé Maya et Luna quand elles étaient seules. Il s'était soucié d'elles quand personne d'autre ne le faisait. « Je resterai », se murmura-t-il, une promesse si douce et pourtant si puissante qu'elle semblait sacrée. Et malgré sa tristesse pour les filles, pour la conclusion qu'elles n'auraient pas, pour les questions sans réponse, il ressentit aussi une certitude renouvelée. Ce qui avait commencé comme de la charité, comme de l'empathie pour 2 enfants abandonnés, était devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il avait cherché quelques jours plus tôt mais n'avait jamais eu le courage d'appeler. « Bureau du docteur Catherine Palmer, droit de la famille », répondit une voix. « Je m'appelle Noah Matthews », dit-il, la voix assurée. « J'aimerais prendre rendez-vous. C'est au sujet d'une procédure d'adoption. » Il raccrocha et prit une profonde inspiration. La route à venir serait longue et possiblement difficile. Il y aurait des questions, des enquêtes, des assistantes sociales. Mais il ferait tout ce qu'il faudrait. Car là où il y avait eu absence, il créerait présence. Là où il y avait eu douleur inexplicable, il construirait une nouvelle vie. Il rangea le dossier dans la boîte à gants et rentra chez lui, où 2 petites filles l'attendraient, dessinant à la table de la cuisine, comptant les heures jusqu'à son arrivée, comme chaque jour. Pour elle, il serait celui qui revient, celui qui reste, celui qui choisit de rester, chaque jour. Le bureau des services à l'enfance du comté de New York était situé dans un immeuble terne du centre-ville. Murs gris, chaises en plastique, plantes artificielles essayant en vain d'ajouter de la vie à l'environnement. Noah était assis sur l'une de ces chaises inconfortables, un dossier de documents sur les genoux, attendant qu'on appelle son nom. Autour de lui, d'autres personnes attendaient. Un jeune couple se tenant la main, une femme plus âgée avec un enfant agité, un homme d'âge moyen remplissant des formulaires. Chacun avec sa propre histoire, sa propre bataille avec la bureaucratie. « Monsieur Matthews » appela une voix. Noah se leva et suivit la réceptionniste dans un couloir jusqu'à un petit bureau. Derrière un bureau encombré était assise une femme d'environ 50 ans, à l'expression fatiguée. « Je suis Marianne Cooper », se présenta-t-elle, assistante sociale principale. « Veuillez vous asseoir. » Noah obéit, remarquant les dizaines de photos d'enfants décorant les murs. Certaines formelles, d'autres prises sur le vif. Des enfants de tous âges et de tous horizons. Des cas passés, supposa-t-il. Des vies qu'elle avait aidé à guider. « Alors, monsieur Matthews, j'ai lu vos informations préliminaires », commença Cooper en ouvrant un dossier sur son ordinateur. « Vous avez trouvé 2 fillettes abandonnées dans une station de métro il y a environ 3 mois, c'est exact ?» « Oui », répondit Noah. « Maya et Luna Lopez. » « Et vous vous en occupez depuis ?» Au début, je leur rendais visite à la gare. Puis elles ont commencé à passer les week-ends chez moi. Maintenant, elles vivent avec moi à plein temps. Bien que... Il hésita, sans aucune documentation officielle. Cooper hocha la tête, sans surprise. « Et vous avez essayé de localiser leur mère ?» J'ai engagé un détective privé. Il a mené une enquête approfondie, mais n'a rien trouvé. Aucun dossier, aucune piste. Et qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, monsieur Matthews ? Noah prit une profonde inspiration. Je veux officialiser la situation. Je veux les inscrire à l'école, leur fournir des soins médicaux, leur donner un vrai foyer. Et pour cela, j'ai besoin d'un statut légal. Cooper l'étudia un instant, sans se presser. En 2 décennies comme assistante sociale, elle avait appris à lire les gens. Elle avait vu tous les types, bien intentionnés mais naïfs, manipulateurs cherchant des avantages, vraiment dévoués. « Que faites-vous dans la vie, monsieur Matthews ?» Je suis le PDG de Matthews Technologies. Nous développons des technologies d'énergie propre. Cooper haussa les sourcils, reconnaissant le nom. Une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Oui. Intéressant, remarqua-t-elle en prenant des notes. Ce n'est pas tous les jours qu'un PDG milliardaire se présente en voulant s'occuper de 2 enfants abandonnés.
Il y avait une pointe de scepticisme dans sa voix, mais Noah ne s'en offusqua pas. Elle faisait juste son travail. « Je comprends votre inquiétude, dit-il. Cela doit paraître étrange. J'ai vu beaucoup de choses étranges dans ce métier, Monsieur Matthews. Certaines merveilleuses, d'autres terribles. Mon travail est de m'assurer que ce soit du premier genre. » Elle ferma le dossier sur son ordinateur. « Je devrais visiter votre domicile, voir comment vont les filles, leur parler séparément, bien sûr. Et vous réalisez que ce n'est que le début du processus, n'est-ce pas? Si nous allons de l'avant, il y aura des évaluations psychologiques, des vérifications d'antécédents, des entretiens avec des gens de votre entourage. C'est approfondi. » Noah hocha la tête. « Je suis préparé. » La plupart des gens disent ça, dit Cooper avec un léger sourire. Peu le sont vraiment. La visite fut programmée pour le samedi suivant. Noah passa la semaine à préparer les filles, leur expliquant qui était Marianne Cooper et pourquoi elle venait. « Va-t-elle nous emmener ?» demanda Luna, les yeux écarquillés de peur. « Non, ma petite, » la rassura Noah. « Elle veut juste s'assurer que vous allez bien ici, que je m'occupe bien de vous. » Maya, comme toujours, alla droit au but. « Voulez-vous être notre père légal ?» La question, si directe, le prit au dépourvu. « Je veux que vous ayez un foyer permanent, » dit-il avec précaution. « Je veux que vous alliez toutes les deux à l'école, que vous ayez des soins de santé, que vous soyez en sécurité et heureuse. » Ça ne répond pas à ma question, insista Mia avec une sagesse au-delà de son âge. Noah sourit. Oui, Maya. Je veux être votre père légal. Si c'est ce que vous voulez toutes les deux aussi. Luna sauta immédiatement pour l'embrasser. Maya resta immobile, mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Je pense que ce serait bien, dit-elle enfin. Lorsque la sonnette retentit ce samedi-là, l'appartement était impeccable. Non pas pour la galerie, Noah savait qu'il ne serait pas jugé sur sa richesse, mais parce qu'il voulait sincèrement impressionner Cooper. Bonjour, salua-t-elle en entrant. Merci d'être venu, répondit Noah en la faisant entrer. Les filles sont dans le salon. Maya et Luna attendaient sur le canapé, vêtues des tenues qu'elles avaient choisies spécialement pour l'occasion. Luna portait une robe violette qui faisait ressortir sa peau hâlée. Maya avait choisi un jean et un t-shirt bleu marine, pratique comme toujours. Bonjour les filles, dit Cooper en s'asseyant en face d'elle. Je suis Marianne. Vous pouvez m'appeler Marie si vous voulez. Luna sourit timidement. Maya hocha la tête, observatrice. J'aimerais discuter un peu avec vous, mieux connaître votre situation. Ça vous va? Les 2 heures suivantes furent une danse prudente. Cooper demanda à voir la chambre des filles, qui était pleine de livres, de jouets et des lits à thème. Elle loua les couleurs vives de la pièce, son organisation et les détails qui reflétaient leur personnalité. Puis elle demanda à parler à chaque fille individuellement. Noah attendit dans la cuisine, tendu, pendant que Cooper parlait d'abord à Luna, puis à Maya, lors de séances privées dans leur chambre. Lorsque les entretiens prirent fin, Cooper demanda à lui reparler. Les filles allèrent regarder la télévision pendant que les adultes discutaient dans la cuisine. « Elle semble heureuse », commença l'assistante sociale. « Je l'espère », répondit Noah. « Luna est très expressive. Elle a parlé en termes élogieux de vous. Elle a dit que vous faisiez les meilleures crêpes du monde et que vous ne criez jamais, même quand elle renverse du jus sur le tapis. » Noah sourit. Ce tapis avait besoin d'être remplacé de toute façon. Maya était plus analytique. Elle m'a dit que vous aviez une fois annulé une réunion importante pour aller chercher Luna à la gare quand elle avait de la fièvre, et que vous ne mentez pas sur les choses importantes. Un grand éloge venant d'elle. Cooper hocha la tête. En effet. Elle marqua une pause, regardant autour d'elle dans l'appartement. Vous avez une belle maison, Monsieur Matthews. Plus important encore, c'est une maison aimante. C'est rare. Merci. Il y a encore un long chemin à parcourir, continua-t-elle. D'abord, nous envisagerons une garde temporaire pendant que nous enquêtons davantage. Si cela se passe bien, nous pourrons discuter d'une adoption formelle plus tard. Que dois-je faire pour commencer? Remplir beaucoup de formulaires, sourit Cooper en sortant un dossier de son sac. Et assister à quelques audiences. Mais le plus important est déjà fait, leur fournir un environnement sûr et stable. En signant les premiers documents, Noah sentit un poids se lever de sa poitrine, un poids qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait. C'était l'incertitude, réalisa-t-il, la peur qu'à tout moment quelqu'un puisse apparaître et emmener les filles. Devront-elles témoigner devant un juge, demanda-t-il, inquiet.
Probablement, mais d'une manière adaptée à leur âge, rien d'intimidant, le rassura Cooper. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne prévois pas de problème. Elles se sentent clairement en sécurité avec vous. Cooper rangea les documents et se leva pour partir. À la porte, elle se retourna vers Noah avec un dernier commentaire. Vous savez, Monsieur Matthews, en 20 ans à faire ce travail, j'ai appris à reconnaître le véritable amour quand je le vois. Pas l'amour romantique des films, mais l'autre genre, celui qui se construit jour après jour, par de petits gestes. J'en ai vu beaucoup ici aujourd'hui. Noah sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Merci. Je vous verrai bientôt, dit Cooper en partant. Félicitations. La famille que vous construisez ici est spéciale. Après le départ de l'assistante sociale, Noah retourna au salon où Maya et Luna attendaient avec anxiété. Luna courut droit vers lui. Est-ce qu'elle nous a aimés? Pouvons-nous rester? Noah sourit, s'asseyant entre elles sur le canapé. Oui aux deux questions. Nous avons encore un processus devant nous, mais nous avons franchi la première étape officielle. Maya l'étudia attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire que nous ne sommes plus seulement nous trois contre le monde, expliqua Noah. Maintenant, la loi est aussi de notre côté. Luna ne comprit pas tout à fait, mais Maya si. Son petit visage s'illumina de compréhension. Alors maintenant, c'est réel, dit-elle. Officiel? Oui, confirma Noah, sentant le poids de ces simples mots. Maintenant, c'est officiel. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans une station de métro, née d'une solitude partagée et d'une reconnaissance mutuelle de la douleur, avait maintenant un nom, des documents légaux et une reconnaissance sociétale. Le soin qui n'existait autrefois que dans l'espace privé entre eux gagnait maintenant une dimension publique, légale et formelle. Mais Noah savait, en serrant dans ses bras les deux fillettes qui avaient changé sa vie, que la partie la plus importante était là bien avant qu'aucun document ne soit signé. Le processus de garde temporaire se déroula avec une fluidité surprenante. Les avocats de Noah, l'influence de son nom et sa sincérité évidente accélérèrent un système normalement lent. En 6 semaines, le juge Henderson accorda la garde provisoire, lui permettant d'inscrire les filles à la prestigieuse école Riverside, à quelques pâtés de maison de son appartement. Une routine confortable commença à s'installer. Petit déjeuner ensemble, école pour les filles, travail pour Noah, réunion de parents d'élèves, devoirs à la table de la cuisine, dîner en famille. Les visites de Marianne Cooper devinrent moins fréquentes, plus informelles, presque comme celles d'une amie de la famille. C'était un dimanche matin chaud de printemps, le premier jour vraiment ensoleillé après un hiver rigoureux. La lumière du soleil inondait les fenêtres de l'appartement, créant des taches dorées sur le sol du salon. C'est parfait dehors, remarqua Noah en levant les yeux vers le ciel sans nuages. Luna, qui arrangeait une collection de coquillages sur la table basse, un cadeau de Cooper lors de sa dernière visite, leva les yeux. On peut aller au parc? Noah sourit. Ça me semble une excellente idée. Maya, absorbée par un livre d'aventure, leva les yeux. Quel parc? Et si on allait à Central Park? Il y a une nouvelle aire de jeu près du lac. Les yeux de Luna s'illuminèrent. Avec des balançoires? Des balançoires, des toboggans, tout, confirma Noah. En une demi-heure, ils étaient prêts. Luna portait une robe jaune et de nouvelles baskets blanches. Maya avait choisi un short, un t-shirt et une casquette de baseball que Noah lui avait acheté. Elle portait un petit sac à dos avec de l'eau, des collations et de la crème solaire. Maya insistait pour apporter une trousse d'urgence, toujours pratique. Le trajet jusqu'au parc fut animé. Luna bavardait sans arrêt d'un projet scientifique à l'école, quelque chose sur les plantes qui poussent à la lumière par rapport à l'ombre. Mia corrigeait occasionnellement quelques détails scientifiques, endossant naturellement le rôle de la sœur aînée plus studieuse. Noah les observait dans le rétroviseur, émerveillé par la transformation des dernières semaines, leurs joues plus rondes, leurs yeux brillants, et la façon dont elles gesticulaient avec enthousiasme en parlant. La vie revenait, s'épanouissant comme les arbres printaniers. Central Park était bondé ce dimanche-là, les familles profitant du beau temps. Noah trouva une place de parking, tenant la main des filles, se dirigea vers la nouvelle aire de jeu près du lac. C'était un espace impressionnant, équipements colorés, sol rembourré, toboggan en spirale, bascule, balançoire, même un petit mur d'escalade. Luna s'arrêta à l'entrée, émerveillée. Waouh! Maya essaya de le cacher, mais ses yeux s'écarquillèrent d'anticipation. Allez-y, dit Noah en souriant. Je serai sur ce banc, à vous regarder.
Luna n'eut pas besoin d'une deuxième invitation. Elle lâcha la main de Noah et courut vers les balançoires. Maya hésita un peu, tenant toujours sa main. « Vas-y », l'encouragea-t-il doucement. « Amuse-toi. » Elle sourit, l'un de ces rares sourires qui illuminaient tout son visage, et suivit sa sœur. Noah s'assit sur un banc sous un grand arbre, parfaitement positionné pour voir toute l'aire de jeu. Il regarda Luna sur la balançoire, les jambes battant l'air, les cheveux au vent, le visage tourné vers le ciel. Maya, initialement, observait les autres enfants, mais bientôt le mur d'escalade attira son attention. Avec son approche méthodique caractéristique, Mia étudia le mur avant de commencer à grimper. Noah regarda avec anxiété, se demandant s'il devait se rapprocher pour assurer sa sécurité, mais la fillette monta avec une agilité surprenante, atteignant rapidement le sommet. De là-haut, elle chercha le visage de Noah et lui fit un signe de la main, rayonnante. Il lui fit un signe en retour, le cœur plein. Sur la balançoire à côté de Luna, une autre fillette aux cheveux bouclés se joignit à elle. En quelques minutes, elles riaient comme de vieilles amies. Maya, ayant escaladé le mur, rejoignit une fille légèrement plus âgée au toboggan en spirale. Elles échangèrent quelques mots, puis montèrent les marches pour glisser ensemble. Une heure passa. Noah alternait entre les regarder et répondre à des messages occasionnels sur son téléphone. Quand il releva les yeux, il vit quelque chose qui le fit poser immédiatement son téléphone. Luna et Maya couraient. Pas seulement se déplaçant d'une aire de jeu à l'autre, mais courant vraiment à travers une parcelle d'herbe ouverte à côté de l'aire de jeu. Courant comme des enfants devraient le faire, libres, insouciantes, sauvages dans leur joie. Luna menait, les bras écartés comme des ailes, la tête renversée en arrière dans un rire que Noah pouvait entendre même de loin. Maya suivait, normalement si réservée, maintenant décontractée, ses cheveux s'échappant de la casquette, son sourire si large qu'il débordait presque de son visage. C'est alors que Noah réalisa ce qui était différent. Depuis le jour où il les avait rencontrées, il y avait eu quelque chose chez les filles, surtout chez Maya, qu'il reconnaissait profondément, une vigilance constante. Ce regard qui vérifiait toujours les issues, restait attentif à qui entrait, scrutait toujours, attendait. Elles portaient cette attente dans leur corps, dans leurs yeux, dans la façon dont elles se perchaient au bord du banc, prêtes à se lever si nécessaire. Maintenant, pour la première fois, elles ne regardaient pas en arrière. Elles ne cherchaient pas dans la foule un visage familier. Elles ne scrutaient pas chaque femme qui passait pour voir si c'était leur mère. Elles n'interrompaient pas leur jeu pour observer anxieusement les allées du parc. Elles étaient simplement là, vivant l'instant présent, pleinement présentes. Noah sentit une vague d'émotion si forte qu'il dut prendre plusieurs profondes inspirations. C'était comme assister à un miracle silencieux, la fin de l'attente. Le moment où le passé desserrait son étreinte cruelle, laissant le présent enfin exister complètement. Les filles coururent en rond sur l'herbe, puis roulèrent dessus, puis coururent à nouveau. Maya attrapa Luna par la taille et la fit tourner, toutes deux riant si fort que d'autres familles les regardaient, infectées par leur joie pure. Quand elles furent enfin fatiguées, elles revinrent en courant vers lui, les visages rouges, les yeux brillants. « Tu as vu comme je suis allé haut sur la balançoire » demanda Luna, à bout de souffle. « Oui » répondit Noah en souriant. « On aurait dit que tu volais. »« Et j'ai atteint le sommet du mur d'escalade » dit Maya, une fierté rare dans la voix. « 2 fois. Avez-vous faim ? J'ai apporté des collations. » Ils s'assirent sur le banc, partageant des sandwichs, des fruits et du jus. Luna babillait sans arrêt sur chaque détail de ses aventures. Maya mangeait en silence, mais avec un contentement nouveau pour elle. « Vous vous amusez bien » demanda Noah. « Oui » s'exclama immédiatement Luna. Maya jeta un coup d'œil à l'aire de jeu, puis au ciel bleu, et enfin à Noah. « C'est le meilleur jour » dit-elle simplement. Après la collation, elles retournèrent à l'aire de jeu. Cette fois, Noah fut persuadé de participer. Il poussa les balançoires, les attrapa au bas du toboggan, essaya même le mur d'escalade sous l'œil amusé et critique de Mia. La journée s'écoula. Le soleil baissa, et de nombreuses familles étaient déjà parties. Noah vérifia sa montre. Il se fait tard, les filles. On y va ? À sa surprise, il n'y eut aucune protestation. Peut-être parce qu'il n'y avait aucune crainte que ce bonheur disparaisse. Il y aurait d'autres dimanches, d'autres parcs, d'autres courses insouciantes. On peut revenir la semaine prochaine ? demanda Luna en lui tenant la main sur le chemin du retour vers la voiture. Bien sûr qu'on peut, répondit-il. Maya, de l'autre côté, prit sa main libre, un geste rare de sa part. Merci pour aujourd'hui, dit-elle doucement. Noah serra doucement sa main.
c'était une journée spéciale, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, les yeux lointains, comme si elle traitait quelque chose d'important. Aujourd'hui, je n'ai pas attendu. 3 mots simples, pleins de sens. Noah sentit sa gorge se serrer d'émotion. Moi non plus, répondit-il. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Luna s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par tant d'amusement. Maya regardait par la fenêtre, observant la ville défiler. Vous savez ce qui est drôle? Dit-elle soudainement. Aujourd'hui, je n'ai même pas pensé à regarder. Regarder quoi? Demanda Noah, bien qu'il connût la réponse. Pour voir si elle était là, dit doucement Maya. Je n'y ai même pas pensé. Le silence qui suivit était léger, presque lumineux. L'attente, cette compagne omniprésente, s'était dissoute dans la lumière printanière. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau, la capacité d'être pleinement là où l'on est, avec les gens avec qui l'on est. Les ombres du passé ne disparaîtraient jamais complètement. Il y aurait des jours difficiles, des questions sans réponse, des cicatrices que le temps apaiserait mais n'effacerait pas. Mais aujourd'hui, en ce dimanche parfait, 3 personnes avaient appris à vivre dans le présent. Et ça, pensa Noah en rentrant chez lui avec ses filles, c'était le vrai miracle. L'automne commençait à peindre les arbres de New York en rouge et or. Une routine confortable s'était installée entre eux 3. Les lundis étaient soirée pizza et cinéma. Les mercredis, Noah quittait le travail plus tôt pour assister aux leçons de natation de Luna. Les samedis, il emmenait Maya à la bibliothèque où elle pouvait choisir autant de livres qu'elle le souhaitait. Leur visite à Grand Central Station, autrefois quotidienne, devint hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire, jusqu'à ce qu'un jour, Mia dise simplement « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'y retourner ». Noah ne la questionna pas. Il hocha simplement la tête, sachant exactement ce que cela signifiait. L'appartement avait été transformé. Des photos encadrées ornaient maintenant des murs autrefois nus. L'ancienne chambre d'amis était définitivement la chambre des filles, avec des étagères pleines de livres et de jouets, des meubles colorés et une tente de lecture dans un coin que Noah avait construite un week-end. La garde provisoire avait été renouvelée sans problème. L'audience finale d'adoption était prévue dans 2 semaines. Tous les rapports des assistantes sociales étaient positifs. Les avocats l'assuraient que ce n'était qu'une formalité. Ce jeudi soir-là, Noah prépara le dîner préféré des filles, des spaghettis aux boulettes de viande, le même repas qu'il avait apporté le 2e jour où il les avait rencontrés à la gare. Luna aidait à mettre la table, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Maya était concentrée sur un puzzle complexe sur la table du salon, un cadeau de Diane, la secrétaire de Noah, qui était devenue comme une tante pour les filles. Le dîner est prêt, appela Noah. Luna se précipita. Maya rangea soigneusement les pièces de son puzzle avant de les rejoindre. Ils prirent leurs places habituelles, Noah en bout de table, Maya à sa droite, Luna à sa gauche. Le repas fut léger, rempli de discussions sur l'école, les projets du week-end et un débat animé sur le film à regarder pour la soirée cinéma du samedi. C'était une scène si ordinaire, juste une famille mangeant ensemble un jour normal. Pourtant, pour Noah, chaque instant brillait d'un éclat presque sacré. Lorsqu'ils eurent fini le dessert, de la glace au chocolat, un autre favori depuis le début, Noah prit une profonde inspiration. Il avait répété ce moment des dizaines de fois, mais maintenant qu'il était là, les mots semblaient inadéquats. Les filles, commença-t-il, sont-on plus sérieux attirant leur attention, je dois vous parler de quelque chose d'important. Luna parut immédiatement inquiète. Avons-nous fait quelque chose de mal? Non, non, assura rapidement Noah. Vous n'avez rien fait de mal. C'est à propos de l'avenir. Maya l'étudia avec ses yeux perspicaces. Quel avenir? Noah prit une autre profonde inspiration. Vous vous souvenez que je cherchais votre mère? Instantanément, l'atmosphère à table changea. Luna baissa les yeux sur son assiette vide. Maya se figea, seul un léger tremblement de son menton trahissant son émotion. J'ai essayé de trouver votre mère, mais je n'ai pas pu, dit doucement Noah. J'ai cherché partout où je pouvais. Luna leva ses grands yeux larmoyants. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ma petite, répondit honnêtement Noah. Je ne peux pas promettre qu'elle ne reviendra jamais. Mais après si longtemps, je pense que nous devons accepter que la vie a continué. Maya hocha lentement la tête, comme si elle se laissait enfin accepter quelque chose qu'elle savait depuis longtemps. Mais, continua Noah, je veux que vous sachiez que pendant cette recherche, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ses propres yeux s'emplirent de larmes, et il n'essaya pas de les cacher. Je vous ai trouvé. Et ça m'a sauvé.
Sauvé de quoi? Demanda Luna, perplexe. Noah sourit à travers ses larmes. De la solitude. Du vide. D'une vie pleine de choses, mais sans signification. Maya le regardait attentivement, absorbant chaque mot. Avant de vous rencontrer, j'avais de l'argent, une entreprise, tout ce que je pensais avoir besoin. Mais je n'avais personne avec qui le partager. Pas de rires matinaux, pas d'histoire au coucher, pas de photos sur mon réfrigérateur. Noah marqua une pause, ravalant la boule dans sa gorge. Pas de famille. Luna posa sa petite main sur la sienne, par-dessus la table, un geste simple, profondément consolateur. Dans les prochains jours, nous irons au tribunal pour l'audience finale d'adoption, continua Noah. C'est là qu'un juge décidera officiellement si nous pouvons être une famille aux yeux de la loi. Est-ce que ça va arriver? Demanda Luna avec anxiété. Les avocats disent que oui. Tous les rapports sont bons. Alors nous serons vraiment une famille, demanda Luna, l'espoir transparent dans sa voix. Noah se tourna vers Maya, qui n'avait toujours pas parlé. Leurs yeux se rencontrèrent. Maya, qu'en penses-tu? La fillette resta silencieuse un moment, choisissant ses mots. Et si elle revient un jour? La question flottait, lourde de complexité. Noah prit une profonde inspiration. Si jamais elle revient, nous y ferons face ensemble, répondit-il. Vous serez toujours ses filles aussi. Cela ne changera jamais. Maya hocha la tête, semblant satisfaite de cette réponse. Mais ce que je veux vous demander, continua Noah, le cœur battant, c'est si vous voulez que je sois votre papa. Officiellement. Pas seulement légalement, mais pour de vrai. Si vous voulez que nous soyons une famille, pas seulement sur le papier, mais dans nos cœurs. Le silence qui suivit semblait contenir l'univers entier. Noah avait l'impression que le temps s'était arrêté, que tout dépendait de ce seul instant. Puis, à sa surprise, Maya parla la première. Quand vous êtes triste, vous faites un bruit dans votre gorge. Ce n'est pas tout à fait un soupir, c'est plus comme un. Elle imita doucement le son. Noah cligna des yeux, confus par ce changement soudain. Et vous placez toujours la fourchette sur le côté gauche de votre assiette, continua Maya. Et quand vous êtes concentré, votre front se plisse en 3 lignes, ici. Elle pointa son propre front. Quand Luna fait des cauchemars, vous chantez cette chanson en italien, même si vous ne connaissez pas vraiment les paroles. Et vous gardez ses biscuits préférés sur l'étagère du haut, pensant qu'elle ne peut pas les atteindre. Luna sourit en hochant la tête. Mais je peux les atteindre. Et vous laissez la lumière du couloir allumée, même si ça gaspille de l'énergie, parce que vous savez que je n'aime pas l'obscurité totale, termina Maya. Des larmes coulaient librement sur le visage de Noah. Maya? La fillette échangea un regard avec Luna, une communication silencieuse que seules les sœurs partageaient. Puis toutes deux le regardèrent. Nous avons déjà l'impression de l'être, dit simplement Mia. Être quoi? Demanda Noah, bien qu'il sût déjà. Une famille, répondit Luna, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Là, à la table du dîner, la vaisselle encore dessus, la glace au chocolat fondant, une conversation qui allait changer leur vie. Noah Matthews réalisa ce que signifiait vraiment être riche. Puis il dit, la voix tremblante d'émotion, « Me laisserez-vous être votre papa, officiellement ?» Luna sauta de sa chaise et courut l'embrasser. « Oui, oui, oui. » Maya se leva plus calmement, mais son sourire était radieux. Elle contourna la table et se joignit à l'étreinte, tous les trois formant un cercle parfait. « Oui, dit-elle doucement. Nous acceptons. » Le tribunal de la famille du comté de New York se trouvait dans un imposant bâtiment du centre-ville. Ce vendredi matin-là, Noah, Maya et Luna gravirent les marches de marbre avec une excitation nerveuse. Les filles portaient de nouvelles robes, choisies spécialement pour l'occasion. Noah portait son meilleur costume. Dans la salle d'attente, ils rencontrèrent Marianne Cooper, qui les accueillit chaleureusement. « Prêt ? demanda-t-elle. « Nous sommes prêts depuis ce premier jour à la gare, répondit Noah. La salle d'audience était un espace accueillant, conçu pour les affaires familiales. La juge Carson, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants, présidait. « Bonjour à tous, salua-t-elle. Nous sommes ici pour finaliser l'adoption de Maya et Luna Lopez par Monsieur Noah Matthews. » Le processus fut étonnamment rapide. La juge examina les rapports, posa quelques questions aux filles, toutes répondues avec enthousiasme. « Monsieur Matthews, dit la juge Carson, la Cour a examiné attentivement votre dossier. Tous les rapports indiquent que vous avez fourni un foyer stable, aimant et sûr à ses enfants. » Noah hocha la tête,
trop ému pour parler. Il y a la question du nom de famille, continua la juge. Garderont-elles Lopez ou adopteront-elles Matthews? Noah regarda les filles. Elles en avaient discuté à la maison, mais voulaient décider officiellement au tribunal. Matthews Lopez, dit fermement Maya. Nous voulons les deux. La juge sourit. Un excellent choix. Préserve le passé tout en embrassant l'avenir. Elle signa les documents finaux avec un stylo doré. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de New York, je déclare cette procédure d'adoption terminée. Maya et Luna Lopez sont désormais légalement et officiellement Maya et Luna Matthews Lopez, filles de Noah Matthews, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. La juge rayonna. Félicitations, famille Matthews Lopez. Luna laissa échapper un petit cri de joie. Maya sourit, les yeux brillants. Noah les serra toutes les deux dans ses bras, ne se souciant pas que ses larmes coulent librement. Cette nuit-là, après une journée de célébration qui comprenait une glace matinale, un déjeuner dans un restaurant spécial et une promenade à Central Park, Noah coucha les filles. Luna s'endormit presque instantanément, épuisée par tant d'excitation. Maya, comme d'habitude, résista un peu plus longtemps. « Es-tu heureuse » demanda Noah, assis sur le bord de son lit. Mia hocha la tête, souriant de ce sourire contenu qui lui était si propre. « Oui. »« Moi aussi » dit-il en ajustant la couverture sur elle. « Noah » dit Maya, utilisant son prénom comme elle le faisait rarement maintenant. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr, n'importe quoi. »« Quand as-tu su que tu voulais être notre papa ?» Noah réfléchit un instant. « Je pense, dès le tout premier jour à la gare. Mais je ne me le suis avoué que la nuit de la tempête, quand vous êtes resté ici pour la première fois. » Maya hocha la tête, satisfaite. « Je le savais ce jour-là aussi. Quand tu es revenu pour nous sous la pluie. »« Vraiment ?»« Oui, dit-elle en bâillant. »« Parce que les mamans partent. Mais toi, tu es toujours revenu. » Noah sentit son cœur se serrer. « Je reviendrai toujours, Maya. Je te le promets. »« Je sais, dit-elle, les yeux se fermant. C'est pour ça que nous sommes une famille. » Quand elle s'assoupit enfin, Noah resta assis entre les deux lits, regardant ses filles. Ses filles. Officiellement maintenant, sur papier, reconnues par la loi et le monde. Mais ils savaient tous que les documents ne faisaient que confirmer ce que leur cœur avait décidé depuis longtemps. Un lien scellé non par le sang ou le papier, mais par le choix quotidien d'aimer, de prendre soin, d'être présent. Dans ce moment calme entre la fin du jour et le début de l'avenir, Noah Matthews comprit enfin ce que signifiait faire partie de quelque chose de plus grand que lui. 3 vies distinctes, 3 histoires différentes, maintenant tissées en un seul récit. Un seul cœur en 3 corps. L'adoption était approuvée, les documents signés, les chambres préparées, l'école organisée. Mais rien ne changea autant que ce qui avait déjà changé en eux. La certitude inébranlable qu'ils savaient les uns les autres. Ils étaient maintenant une famille au sens légal aussi. Mais l'amour était officiel bien avant cela. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'adoption officielle. L'appartement, autrefois reflet du succès professionnel de Noah, pulsait maintenant d'une énergie différente, l'énergie d'un vrai foyer. Sur les murs, à côté d'œuvres d'art coûteuses, étaient accrochés des dessins colorés. Dans les armoires, au milieu de verres en cristal, se trouvaient des gobelets en plastique avec des princesses et des super-héros. Sur le canapé en cuir italien, des coussins artisanaux provenant des cours d'art de l'école. C'était un dimanche de printemps. Dans la cuisine, Noah et Luna faisaient des crêpes, une tradition sacrée du dimanche. Luna, portant son tablier violet, était officiellement chargée d'ajouter les pépites de chocolat, une tâche qu'elle prenait très au sérieux. « Plus de chocolat, papa ?» Noah souriait toujours chaque fois qu'il entendait ce mot. « Je pense que nous avons déjà assez de chocolat pour couler un navire, ma puce. » « Il n'y a jamais assez de chocolat, » répondit-elle en ajoutant subrepticement quelques pépites supplémentaires quand il eut le dos tourné. Dans le salon, Maya était affalée sur le canapé, lisant à voix haute à son unique spectateur, son lapin en peluche, Monsieur Oreille, stratégiquement placé pour écouter chaque mot. À 9 ans, Maya avait découvert une passion pour l'écriture et créait maintenant ses propres histoires de pirates. Après le petit déjeuner, ils s'assirent ensemble sur le canapé. C'était le jour du mauvais film, une autre tradition, des films si mauvais qu'ils en devenaient drôles. La sélection du jour était L'attaque des requins volants, le choix de Maya, qui fit cacher son visage à Luna aux moments effrayants, même si les effets spéciaux étaient hilarants d'amateurisme. Plus tard, Noah s'assit par terre pendant que Mia lui apprenait à tresser les cheveux de Luna.
Papa, c'est tout de travers. Se plaignit Luna en se regardant dans le miroir. Je fais de mon mieux. Protesta Théil en riant. Donnez-moi encore quelques semaines d'entraînement. Le soir arriva, apportant la routine habituelle, bain, pyjama, histoire au coucher. Noah embrassa le front de Luna et s'apprêtait à éteindre la lumière quand elle attrapa son bras. « Penses-tu que nous resterons ensemble pour toujours » demanda-t-elle, ses grands yeux sérieux dans la pénombre. Noah se rassit sur le bord du lit. Maya, de l'autre côté de la pièce, feignait de continuer à lire, mais ses oreilles étaient manifestement à l'écoute. « Nous sommes déjà restés ensemble, » répondit doucement Noah. « Maintenant, nous continuons simplement à le faire. » La simplicité de sa réponse dissipa toutes les complexités. Luna sourit et ferma les yeux. Maya ferma son livre et regarda Noah, lui adressant ce petit sourire qui disait tout. Dans cette chambre calme, 3 cœurs battaient à l'unisson parfait. Ensemble, ils avaient fait le plus dur, se trouver, se reconnaître, se choisir. Le reste, comme l'avait dit Noah, n'était que la continuation. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.